Alors, salut tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je pense que réellement on devrait parler plus souvent. En fait, on parle de la santé des femmes dans le sport. Et pour parler de ça, on reçoit une physiothérapeute qui est spécialiste en physio, en santé pelvienne et périnéale. En fait, on reçoit Bianca Dancos Giambattisto, qui est la fondatrice de Femmes dans le sport. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 50% de femmes dans le monde. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en parler. Alors, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, salut Bianca. Écoute, je suis tellement contente de t'avoir ici. Là. Moi aussi, je suis contente. On est tous contents. Moi aussi, je suis contente. Merci de me recevoir. Fait que moi, j'étais assise, stockée. Je vais pas te cacher, là. Mais si toi, tu peux te présenter à nos invités, là, juste pour qu'ils sachent un peu t'es qui, pourquoi qu'on t'a aussi sur le podcast. Oui. Donc, moi, c'est Bianca. Je suis ancienne gymnaste. Donc, quasiment toute ma vie, j'ai fait de la gymnastique. J'ai représenté le Canada. J'étais allée aux États-Unis. Donc, j'ai vécu le sport NCAA collégial. Parce qu'au Canada, il n'y a pas de gymnastique au niveau collégial. Aux États-Unis, j'ai eu mon baccalauréat en kinésiologie. Puis ensuite, je suis revenue au Canada. Puis j'ai étudié en physiothérapie à l'Université de McGill. Puis, initialement, j'étais allée en physio pour devenir physio du sport. J'ai eu une blessure juste avant les Olympiques qui m'a empêchée d'aller aux Olympiques. J'ai eu une fracture de l'ifran. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est Dr Voleski et Taylor qui m'ont opéré, justement. Ouais. Puis, je me suis dit, OK, si je peux aller aux Olympiques en tant qu'athlète, je vais aller aux Olympiques en tant que thérapeute. Puis, durant mon parcours en physiothérapie, j'ai découvert tout le monde de la santé pelvienne et périnéale et donc la santé de la femme. Et j'ai vraiment accroché. Fait qu'en graduant, je suis allée vraiment me spécialiser en santé pelvienne et périnéale. J'ai fait le micro-programme à l'Université de Montréal. Puis, j'avais encore ma passion pour le sport. Donc, j'ai jumelé un peu mes passions pour le sport et la santé pelvienne. Et maintenant, je traite en rééducation périnéale pelvienne chez les athlètes féminines. Donc, vraiment dans le monde de sport et santé de la femme. Puis, récemment, j'ai fondé ma petite entreprise Femmes dans le sport, qui pour ultimement combler l'écart entre la science et le terrain pour soutenir la santé globale des filles et des femmes sportives. Donc, je pense que ça fait une petite intro. Oui, c'est super. Puis, dans le fond, nous autres, on avait... c'est pour ça qu'on voulait t'avoir aussi ici aujourd'hui, là, avoir une petite plateforme pour présenter c'est quoi Femmes dans le sport. Puis j'aimerais que tu nous expliques un peu pourquoi tu penses que c'était nécessaire Femmes dans le sport. Puis en fait, tu peux peut-être commencer par nous expliquer c'est quoi Femmes dans le sport. Puis ensuite nous expliquer pourquoi tu pensais que c'était nécessaire d'avoir ça. Oui. Comme j'ai dit, le but de Femmes dans le sport, c'est de combler l'écart dans le monde sportif par rapport à la santé de l'athlète féminine. Puis cet écart-là, en fait, c'est quoi? On le sait, on entend souvent le fameux 6% de toute la science de sport qui est exclusivement chez l'athlète féminine est 6%. Puis, on le sait aussi qu'en santé, ça prend en moyenne 17 ans pour que même pas 15% de les données aient un impact sur le terrain. Cet écart-là est énorme, selon moi. Puis, on essaie de combler cet écart-là avec Femmes dans le sport. On n'est pas un groupe de chercheurs, mais on est ceux qui font le pont entre la recherche et le terrain. Donc, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique. On rentre dans les organisations sportives. On fait des ateliers directement avec les athlètes. Il y a quelques semaines, moi et Florence Morin, qui est sur le comité scientifique, qui est doctorante en santé menstruelle chez l'athlète féminine, on est allé donner un atelier sur la santé pelvienne et menstruelle avec les athlètes en cas d'entraînement de Féminaction. Fait que des athlètes de haut niveau en ski de fond. Donc, puis ces athlètes-là, il y avait 12 à 16 ans. Puis on parlait de menstruation, on brisait des mythes, on parlait de santé pelvienne. Donc, on fait beaucoup de travail par rapport à la vulgarisation scientifique pour, améliorer la littératie par rapport à la santé des athlètes féminines. Tu sais, il y a quelques podcasts, vous avez reçu Marie-Ève Mathieu, je pense, qui parlait de littératie sportive, mais nous, c'est vraiment la littératie de la santé de l'athlète féminine qu'on essaie d'améliorer, tant au niveau des athlètes que les coachs, les entraîneurs, les professionnels de la santé, parce qu'on va se dire que dans nos études de base, on ne parle pas tant de la santé de la femme, à moins qu'on se spécialise là-dedans. Puis même la littératie
au niveau des dirigeants des organisations sportives parce qu'on a besoin, selon moi, d'un shift de culture sportive pour commencer à mettre la santé des athlètes au cœur du développement sportif, au cœur des discussions. Puis nous, notre rôle, c'est dans tous les événements sportifs dans la dernière année que j'ai assisté, dans tous les panels, nous, on était ceux qui levaient la main puis on parlait, oui, mais est-ce qu'on peut parler de la santé des athlètes? Mm-hmm. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que cette idée-là que la recherche sur le sexe féminin, en fait, est vraiment sous-représentée. Là, ça va comme même au-delà du sport, ça va dans tous les aspects de la santé de la femme, en fait, que ce soit justement du début de la vie, de tout ce qui est santé menstruelle, etc., mais jusqu'à tout ce qui est ménopause, etc. Tu sais, quand on regarde les chiffres, même aux États-Unis, là, les budgets alloués à la recherche sur la femme, c'est comme moins de 1% de tout le budget complet, alors qu'il y a quand même 50% de femmes dans le monde. Puis, ça me fait penser à une stat. Tu sais, je parle du 6%. Ça, c'est en date du 2021. Maintenant, je pense qu'on est peut-être rendu à 10% là, des études en sciences du sport ciblées exclusivement sur les femmes. Mais une autre statistique vraiment intéressante, c'est que il y a 34% des participantes dans les études en sciences du sport qui sont des femmes, fait que 34% total. Mais quand on regarde les études qui sont faites uniquement chez les hommes, il y a juste 0,6% qui étudient des facteurs qui sont spécifiques à l'homme. Oui. Fait que ça veut dire qu'il y a 99,4% des études qui auraient pu inclure des femmes, mais qui l'ont pas faites. Après, je comprends que c'est complexe d'étudier la femme avec les chamboulements hormonaux et tout, mais honnêtement, c'est pas une excuse de mais pas c'est pour ça que intégrer. la recherche exclut les femmes. C'est parce que justement, on se dit on va avoir un groupe plus homogène, fait qu'on va exclure ces gens-là qui ont plein de changements hormonaux, etc. Fait que c'est pour ça qu'ils sont exclus, mais c'est épouvantable faire ça, là. C'est comme complètement... Parce que faut savoir qu'une étude scientifique, pour pouvoir appliquer les résultats de ça, ben il faut avoir une personne qui peut s'identifier au groupe qui était étudié. Fait que nécessairement, en faisant des études sur des groupes uniquement masculins, mais tu peux absolument pas appliquer les résultats de l'étude aux femmes. Puis j'ai juste posé une question, là, Dr. No, peut-être que vous allez trouver ça stupide comme question, là, mais je m'excuse d'avance, là. Mais est-ce que même au niveau... Puis vous, je sais que vous faites des études aussi avec des rats ou des souris, avec des animaux. Est-ce que vos animaux, c'est aussi juste des mâles ou vous prenez aussi des femelles dans vos... Il faut prendre les deux. OK, vous prenez les deux. OK. OK, mais j'ai une anecdote par rapport à ça. Moi, avant d'étudier en physio, j'ai quasiment fini une maîtrise en médecine expérimentale à McGill. Puis on faisait des études sur des souris, uniquement mâles. Puis j'avais autour de 21 ans. Ça m'est même pas passé par la tête qu'on n'incluait pas les femelles. Ouais, je me suis dit, c'est comme ça que ça se passe. Je me suis même pas posé la question. Ouais. Mais aussi, ce que vous disiez, Dr. No, si on s'identifie pas à une population qui est dans une étude, on a donc la difficulté à recruter des femmes pour des études. Puis en ce moment, il y a un problème de recrutement de femmes dans les études scientifiques. Et même au-delà de ça, c'est comme si on internalisait en tant que femme dans la société que, nous, on est trop compliqué à étudier. Ouais. Donc, notre corps est compliqué. Ouais. Donc, il y a un impact vraiment profond du manque de représentation de femmes dans les études scientifiques, puis ça a un impact sur la société, ça a un impact sur notre culture, pas juste dans le silo de la science. Puis, tu sais, mettons, là, on pense aux Jeux Olympiques de Paris, où est-ce qu'on a eu les premiers Jeux paritaires et à la victoire de Montréal, tu sais, pas juste la victoire, mais tu sais, la Ligue féminine de hockey. Les Roses. Puis les Roses aussi, l'équipe de soccer féminine. Est-ce que, justement, avoir plus de sports féminins qui sont mis de l'avant, puis des professionnels, je veux dire, féminins qui sont mis de l'avant, tu penses que ça va avoir un impact aussi au niveau de recherche puis au niveau de la santé? 100%. Je pense que oui. Déjà, on essaye avec Florence, qui travaille avec Femmes dans le sport. Elle, durant son doctorat, va avoir besoin de recruter des athlètes. Et avec Femmes dans le sport, mon rêve, c'est de permettre aux chercheuses, surtout ici à Montréal, parce qu'on va se dire, il n'y en a pas beaucoup de chercheurs en santé de l'athlète féminine, de leur permettre de pouvoir recruter des athlètes via Femmes dans le sport. Donc, recruter plus de femmes puis contribuer à avancer les études. Fait que
je suis certaine qu'avec le sport féminin, parce que maintenant, les petites filles, ils regardent à la télé, ils voient Marie-Philippe Poulin, ils voient les stars de hockey féminine, puis ils se disent « Ah, moi, je vais être comme ça quand je suis plus vieille. » Donc, ça les garde dans le sport. Le soccer, c'est la même chose. Je pense que c'est tellement important, la visibilité dans le sport, d'aller au game, de soutenir nos équipes sportives féminines. Tu sais, moi, je le dis tout le temps autour de moi, comme je shake les gens autour de moi, je suis comme, on vit un moment historique à Montréal, avec la création de ligues professionnelles féminines de hockey, de soccer, et d'avoir 2 équipes à Montréal dans les dernières années qui se sont créées. C'est quand même incroyable. Puis je pense que ça va avoir un impact sur le sport en général, mais aussi sur la science, parce que là, il y a un boom, il y a un intérêt, il y a plusieurs organisations sportives dans le monde de l'écosystème féminin, sportif féminin, qui existent déjà. Puis Femmes dans le sport, je l'ai fondée dans la dernière année, je pense, entre autres, à cause de ce boom-là. Et je voulais contribuer à notre façon, via notre expertise en santé, à faire évoluer le sport féminin, mais de jamais oublier de parler de la santé des athlètes. Est-ce que tu as l'impression, je trouve ça vraiment intéressant, là, puis ce que je comprends, c'est aussi, l'idée, c'est d'aller cibler l'espèce de tabou qui existe autour de la santé menstruelle. Tu sais, on dirait que je sais pas si c'est encore comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que les petites filles, là, ont leur première règle au primaire, là, puis on dirait que personne n'en parle, puis tu sais, c'est comme, c'est presque un shame, là, quand ça arrive, ou... Mais c'est épouvantable, parce que ça va arriver à toutes les filles. Puis il y a absolument un tabou en lien avec les enjeux de santé de la femme. 100%. Santé menstruelle, santé pelvienne, image corporelle. Il y a tellement de tabous, il y a tellement de stigmatisation. Puis quand on va faire des ateliers, j'adore aller donner des ateliers à des jeunes athlètes parce qu'on rentre puis on leur dit l'objectif aujourd'hui, c'est de briser les tabous, d'en parler, d'avoir une discussion ouverte, que vous vous sentiez empowered par votre corps de femme. On parle du cycle menstruel puis on change le narratif en leur disant ton cycle menstruel, c'est ton super pouvoir. Si tu as des irrégularités une fois que tu as eu tes menstruations, si tu as des signes ou symptômes en santé pelvienne ou en santé menstruelle, c'est pas normal, il y a de l'aide, mais d'avoir ton cycle à un certain âge, ça devrait être un super pouvoir. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'ai eu mes premières règles, ma mère elle a sorti une bouteille de champagne. On a célébré le fait que j'étais devenue une femme et elle m'a expliqué c'était quoi. Ma mère est aussi psychologue, donc le message a passé. Mais c'est de pouvoir défaire les tabous, mais aussi de rendre la santé de la femme accessible aux jeunes, de rendre ça cool, d'être fière d'être une femme et non de rentrer dans l'idée de « Ah, on est complexe, on est compliqué, donc c'est une mauvaise chose ». C'est quoi les principaux tabous, justement, auxquels vous attaquez quand, mettons, vous allez voir des 12-17 ans, mettons? Oui, c'est une super bonne question. Puis moi, j'adore l'exercice qu'on fait avec un groupe d'athlètes au début. C'est même avant de commencer. On leur donne toutes des post-it. Puis on leur dit d'écrire un mot sur le post-it. Quand on vous dit... Le premier mot qui vous vient en tête quand on dit menstruation et santé pelvienne. Puis là, tout le monde commence à rire. Puis là, ils sont gênés. Puis là, tu sais, le premier mot qu'ils écrivent, c'est sang. Du sang, du sang, du sang. Puis là, on le voit là, dans leur posture. Ils sont un peu fermés. Tu sais, ils sont pas sûrs on est qui. Fait que je pense que, tu sais, les menstruations, il y a du sang. Ah, du sang. Peut-être si on voit le sang à travers notre équipement, à travers nos shorts, il faut être gêné de ça. Je pense que ça peut être très tabou. Tout ce qui entoure la santé pelvienne, quand on parle de génitaux, automatiquement tabou. Et nous, dans nos ateliers, quand on parle aux athlètes puis quand on fait notre vulgarisation scientifique, on va toujours utiliser les vrais mots pour décrire notre anatomie, pour défaire les tabous autour de cette région-là. Quand je parle de santé pelvienne, on va parler de tout ce qui est urinaire, sexuel et anorectal. Donc, on a une discussion ouverte avec les jeunes athlètes. Puis on le voit qu'au fur et à mesure, quand nous, on en parle de façon totalement décontractée, puis on fait des jokes avec les filles, on parle d'urine, on parle de sexe, on parle de tout ça. Normalement, ce qui serait tabou chez les jeunes, là, ils embarquent avec nous, ils rient avec nous, puis à la fin, on leur fait réécrire un mot sur leur post-it
pour décrire, OK, santé menstruelle et pelvienne. Et la différence dans les mots, c'est quand même incroyable. Tu sais, on voit, les femmes sont comme, OK, j'ai un corps qui est fort, super... menstruation égale super pouvoir. Mon vrai corps, ça inclut mon plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est tellement important et tout ça. Fait qu'on le voit en 1 heure d'atelier, le shift dans le mindset des athlètes. Puis ça, c'est énorme. Puis on le sait qu'il y a un énorme drop-out de sport chez les adolescentes autour de la puberté. Pourquoi? Bien, entre autres, c'est à cet âge-là que les athlètes ils ont leur menstruation. Le corps, il change. Les seins. Tu sais, si on parle pas beaucoup de santé menstruelle et santé pelvienne, mais on parle pas du tout de santé des seins. Moi, tu sais, je me demande... De ce que je comprends, en fait, des ateliers. Puis, tu sais, le but, c'est que tout le monde au Québec soit un petit peu un petit leader dans chaque équipe féminine. Puis, tu sais, moi aussi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais au soccer. Puis là, j'avais une menstruation. Puis c'était comme... Mais tu sais, on dirait que nous, vu qu'on était toutes des filles, il n'y avait pas de gêne, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est vrai que j'avais pas l'idée que c'était mon super pouvoir. Là. Je pense que ça me dérangeait plus qu'autre chose. Là. Mais oui. Tu sais, je me demande, mettons, c'est quoi comme conseil que tu pourrais donner aux coachs, puis même aux professeurs d'éducation physique, vraiment à la population en général, pour qu'eux aussi deviennent des petits leaders puis des ambassadeurs pour les femmes dans le sport? J'adore l'expression petit leader. Je pense qu'il faut en parler. Il y a tellement de sensibilisation à faire puis de discussions ouvertes à faire avec les athlètes. Ce que les coachs et même les parents, dans la dernière année, j'ai fait un workshop de santé pelvienne avec les parents de l'équipe nationale de gymnastique. On présentait les stats, à quel point que la santé pelvienne, c'est important chez les athlètes, qu'il y a une haute prévalence de dysfonction périnéale chez les gymnastes. Et les parents nous disaient, wow, c'est tellement important, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne se sent pas à l'aise, ou les coachs, on ne se sent pas à l'aise d'en parler. Moi, j'étais un homme, puis mes athlètes, c'est des jeunes athlètes. Il y a quand même une barrière entre nous et elles. Puis moi, la première chose que je dis en réponse à ça, c'est je comprends l'inconfort à en parler, mais les athlètes ne devraient pas souffrir du fait que nous, en tant que coach ou entraîneur ou thérapeute, on ne se sent pas outillés de parler de certains enjeux. C'est notre responsabilité en tant que coach, en tant que prof d'éducation physique, de s'éduquer par rapport aux enjeux de santé de la femme, puis de se sentir à l'aise d'aborder les sujets. Pas besoin d'aller en détail parce que c'est pas eux les experts, mais de savoir dépister ou de remarquer des signes et symptômes, de pouvoir en parler pour que les athlètes ils soient conscientes de qu'est-ce qui est normal et pas normal. Parce qu'en ce moment, les athlètes n'ont même pas accès à l'information. Tu sais, quand on parle de littératie de santé, la première partie de littératie, c'est de l'accessibilité aux informations. Les athlètes, en ce moment, ils n'ont pas accès à ça au Québec. Là. C'est notre mission ouais, d'essayer. Ben, c'est ça, puis c'est pour ça que je pense que la mission de Femmes en sport rejoint beaucoup la mission de Sideline, qui est de la diffusion, de la vulgarisation scientifique. Nous, notre dada, c'est la santé de l'athlète féminine. Mais c'est tellement important que tout le monde qui entoure les athlètes féminines ait une connaissance de base. Puis en ce moment, c'est pas de leur faute nécessairement qu'ils n'ont pas cette éducation-là. À l'école, on n'apprend pas ça nécessairement. C'est la responsabilité, selon moi, des organisations, du système complet sportif et d'éducation, d'éduquer les coachs au minimum et de contribuer à déstigmatiser la conversation. Si on n'en parle pas, le tabou, il continue. Si on en parle ouvertement, les athlètes vont se sentir en sécurité pour en parler. Puis on le sait, moi, pendant ma maîtrise, j'avais fait une étude chez les physiothérapeutes orthopédiques et sportifs par rapport à leur... en anglais, c'est « Attitudes, Awareness and Practices » par rapport à l'incontinence urinaire chez les athlètes féminines. Puis ce qu'on a vu, c'est que la plupart des physios ne dépistaient pas pour les enjeux de santé pelvienne. Puis une des raisons primaires du manque de dépistage, c'est on attend que les athlètes nous en parlent, puis après on va dépister. Mais les athlètes, ils n'en parleront pas spontanément. 2 à 10% des athlètes vont aller consulter pour la santé pelvienne. Il y a un énorme écart. Il faut que les thérapeutes, les coachs en parlent et dépistent en premier. Ils n'en parlent pas parce que ils sont pas à l'aise. Donc, comment est-ce qu'on les rend à l'aise? L'éducation, des ateliers, des workshops, ça va nous faire plaisir, Femmes en sport, de rentrer dans les organisations puis outiller les athlètes. Parce que, outiller les athlètes, oui, mais les coachs aussi et les profs d'éducation physique. Est-ce qu'il y a des sports, justement, qu'il faudrait cibler en premier parce qu'on sait que c'est plus fréquent?
Là, ça dépend de quoi qu'on parle spécifiquement, mais si on parle de santé pelvienne, on va surtout aller dans les sports à haut impact. Les dysfonctions pelviennes chez les athlètes féminines peuvent aller jusqu'à 80%. Fait que 80% des athlètes vont avoir une dysfonction pelvienne dans leur carrière. Fait que ça peut être vraiment n'importe quel sport. Ça peut être le soccer, ça peut être... Tout à fait. C'est quand même plus prévalent dans les sports à haut impact, donc sport avec des sauts ou de la course. C'est essentiel de commencer à éduquer puis de faire de la prévention dans des sports à haut impact quand ils sont jeunes. Récemment, je suis allée dans une organisation sportive, un sport à haut impact. Pendant l'atelier avec les athlètes, on a fait remplir un questionnaire de dépistage, parce qu'il y en a un questionnaire de dépistage qui est validé chez les athlètes féminines. Il s'appelle le PFD Sentinel, un questionnaire hyper facile à donner aux athlètes. Puis, dans ce groupe-là d'athlètes, 35 athlètes, 70% des athlètes avaient des symptômes. Ouais. Puis il y avait 1 à 2 filles qui avaient eu de l'aide par rapport à ces symptômes-là. Fait qu'après, de pouvoir apporter ces stats-là à l'organisation sportive puis leur démontrer qu'il y a un besoin ici. C'est vraiment intéressant. Je sais qu'on ne pourra pas rentrer dans le sujet vraiment profondément aujourd'hui, là, mais on va sûrement te réinviter pour en parler. Mais juste si on peut avoir quand même un petit début pour les coachs ou même les parents, c'est quoi les signes qu'on cherche quand qu'il pourrait y avoir un problème avec le plancher pelvien? Oui. Fait que, premièrement, en tant que physio-périnéale, notre rôle, c'est d'avoir un impact sur les fonctions urinaires, sexuelles et anorectales et les structures adjacentes. Les signes et symptômes qu'on va voir le plus souvent, c'est les fameuses fuites urinaires. Là. Ou en anglais, chez les gymnastes, on appelle ça tumble pee, parce que c'est tellement commun. OK. Qui ont des fuites en faisant leur tumbling. Donc, fuites urinaires. Aussi, une fréquence élevée d'aller faire pipi. Donc, surtout pour les coachs, là, moi, j'ai des athlètes qui sont venus me voir, puis pendant leur entraînement qui durait 4 heures, ils allaient faire pipi 10 fois pendant leur entraînement. Fait que, tu sais, d'observer est-ce que mon enfant ou est-ce que mon athlète va faire pipi souvent pendant l'entraînement, juste avant un événement qui a beaucoup de sauts. De la constipation chronique est un facteur de risque pour les fuites urinaires et les descentes d'organes. Ça, c'est quelque chose, j'en parle dans tous mes ateliers, dans mes conférences, dans les formations. Les athlètes, quand je leur dis que de devoir pousser énormément pour aller à la selle de façon chronique, que ça pourrait engendrer des fuites urinaires et des descentes d'organes, ils me regardent comme... Moi, je ne savais pas quand j'étais athlète. Moi, j'avais de la constipation chronique. Fait que ça, c'est des affaires tellement de base d'hygiène de vie. Fait qu'un enfant ou un athlète qui a de la constipation chronique, des douleurs pelviennes, que ça soit au niveau de la vulve, l'ouverture vaginale, au niveau de l'anus, au niveau du coccyx, au niveau de la symphyse pubienne, toutes ces douleurs-là sont des symptômes de dysfonction pelvienne. Ce n'est jamais normal d'avoir une douleur à l'ouverture vaginale en insérant un tampon ou n'importe quoi d'autre. Jamais. C'est un signe de dysfonction pelvienne. Puis il y a de l'aide. Moi, ce que j'adore de ma spécialité, c'est qu'on a des bons traitements qui sont efficaces. On aide nos patientes. C'est pour ça que j'adore la physio-périnéale. Puis les physio-périnéales, on devient des advocates ultimes de la santé pelvienne puis la santé de la femme parce qu'on le voit la différence. Puis on le sait que les athlètes ou les femmes, ils vont pas nécessairement consulter. Je trouve ça tellement intéressant, mais on dirait que j'ai envie de garder le punch pour le prochain épisode qu'on va avoir avec vous bientôt, dans la prochaine année. Écoutez, j'aimerais vraiment que vous parliez vraiment de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, là, le panel là, qui va avoir lieu à Montréal. Peut-être un peu plus parler de ça, c'est quoi qu'on peut s'attendre, puis pourquoi qu'on devrait y aller. J'ai déjà mon billet d'ailleurs, là. J'y serai. Ouais. Puis en passant, c'est un événement qui est accessible à tous les gens qui sont dans le monde du sport, qui ont un intérêt pour le sport féminin. Fait que c'est pas juste pour des professionnels de la santé ou des athlètes, c'est vraiment tout le monde autour, les alliés ou les hommes sont absolument invités. Donc, le 26 octobre à Montréal, on organise un événement sous le thème « La santé d'abord ». On va avoir un panel de discussion avec 6 panélistes qui représentent 6 différents thèmes.
dont le parcours d'athlète. Fait qu'on a Catherine Dubois, qui est une athlète professionnelle de hockey avec la Victoire, qui va parler de son parcours en tant qu'athlète de haut niveau, qui a vécu des enjeux de santé de la femme. J'ai vraiment hâte de l'entendre parler. J'ai eu comme un petit preview en lui parlant au téléphone. Un autre des thèmes, c'est la santé globale, puis on invite Dr. Suzanne Leclerc, qui est médecin du sport retraité, mais encore à la tête du groupe de santé de l'athlète féminine du Comité olympique canadien. On a une préparatrice mentale, Sarah Brisson, des Carabins, qui va représenter le thème de santé mentale. On a Pierre-Marie Toussaint, kinésiologue, qui va représenter le thème de préparation physique. On a aussi le thème de santé menstruelle, donc Florence Morin, j'en ai parlé quelques fois aujourd'hui, qui est doctorante. Et finalement, on a un thème de longévité de l'industrie du sport féminin, qui va être représenté par Katia Aubin, qui est fondatrice de Pivot Collectif. Elle est une actrice dans le monde du sport féminin, particulièrement dans l'industrie, pour augmenter la commercialisation, la médiatisation du sport féminin, pour s'assurer que les athlètes, dans 10, 15, 20 ans, ont encore une industrie dans laquelle ils peuvent jouer professionnellement au Québec. Mm-hmm. J'adore apporter différents thèmes ensemble. Fait qu'on va parler de la santé de l'athlète, évidemment, mais on va aussi parler de la santé de l'industrie en général. Fait que ça va vraiment être un beau mélange. Puis, tu sais, on parle toujours de l'essor du sport féminin en ce moment, sur les plans médiatiques, commercial, social, culturel. Mais nous, ce qu'on dit, c'est toute cette industrie-là, elle repose d'abord sur la santé des athlètes qui la rendent possible, cette industrie-là. Mm-hmm. Mais je pense que, tu sais, c'est comme un cercle pas vicieux, là, parce que c'est quand même un beau cercle. Mais, tu sais, plus il y a de femmes qui veulent faire du sport, plus il va y avoir de la recherche. Il y aura un intérêt sur de la recherche sur les santé féminines. Puis là, plus il y a de la recherche santé féminine, plus les femmes. Tu sais, c'est comme ça que je le vois. Tout à fait, je suis d'accord. Tu sais, une des questions que vous m'avez posées, c'était quels sont les défis des athlètes féminines? Puis, moi, je parle de mon expertise en tant que physiothérapeute en santé pelvienne. Je ne suis pas l'experte ultime de toute la santé globale de l'athlète féminine, parce que c'est ça, c'est bien trop grand pour une personne. Mm-hmm. Mais quand on parle des défis spécifiques de l'athlète féminine, j'aime ça retourner à une étude en 2020. Le Comité international olympique avait sorti un consensus sur l'enregistrement et la communication des données épidémiologiques par rapport aux blessures et maladies dans le sport. Puis il y avait très peu de particularités de l'athlète féminine dans ce consensus-là. Et en 2023, il y a un groupe de 25 chercheurs, experts qui sont venus ensemble puis ont fait un supplément à ce consensus-là puis ont établi 10 domaines de la santé de l'athlète féminine spécifiquement. Et dans ces 10 domaines-là, ben, il y a la santé pelvienne. Mais il y a aussi tout ce qui entoure la santé menstruelle, la santé de tout ce qui est préconception et la reproduction assistée. Mm-hmm. Parce qu'on le sait, il y a des études dans les derniers mois qui sont sorties qui démontrent que les athlètes féminines ont plus de difficultés de fertilité. Les athlètes féminines qui ont un historique de déficit énergétique relatif dans le sport, le REDS, ont plus de complications durant leur grossesse, même si leur état de REDS, ça fait, mettons, 10 ans ou 15 ans. Donc ça, c'est un enjeu majeur là, de fertilité, de reproduction. Tout ce qui entoure la grossesse, le postpartum, la ménopause, la santé des seins, la santé mentale particulière à la santé de l'athlète féminine, l'environnement, l'équipement, spécifique à l'athlète féminine. Fait que ça, il y a une liste de 10 domaines de la santé de l'athlète féminine. Dans nos activités chez Fanon Sport, on essaie... Tu sais, là, on commence avec la santé pelvienne, la santé menstruelle, parce que c'est notre comité scientifique en ce moment, c'est ça. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est d'adresser la santé globale des athlètes en suivant ces domaines de santé-là. Et c'est pour ça aussi que dans nos panels, nos événements, on aborde différents sujets des domaines de la santé de l'athlète féminine. Fait que je pense que quand on parle de défis, les défis englobent toute cette liste-là. Mm-hmm. On pourrait pas en parler, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais juste nommer que oui, il y a la santé menstruelle et pelvienne, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Puis c'est vrai que même en musculo-squelettique, de plus en plus, on en a aussi. Là, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a vraiment des pathologies qui affectent plus souvent les femmes. Puis
Il y en a plein, en fait, là, avant, on les prenait toutes un petit peu également, mais maintenant, tu sais, faut les prendre comme à part, puis essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour prévenir les blessures, pour plein d'affaires. Mais tu sais, c'est comme, puis tu sais, on pourra en reparler longuement, comme tu dis, mais t'es comme ouvert la porte pour beaucoup de choses. Mais, on parle des croisés, les femmes sont plus à risque des croisés, puis tu sais, même les commotions cérébrales, on avait eu Dr. Boigny plus un PhD qui disait que les filles étaient plus à risque d'avoir des commotions cérébrales. Tu sais, c'est tout plein de choses que les femmes sont juste plus à risque que les hommes, mais on le savait pas jusqu'à temps que c'est comme mais regardez la tendance. Ben oui, puis pour les cliniciens, c'est difficile, par exemple, pour la réadaptation du ACL. Quand il n'y a pas de guidelines spécifiques encore sorties sur comment est-ce qu'on prend en charge une athlète féminine, on n'a pas ces études-là encore. Là, il y a le FIFA Women's Health Project qui ont lancé une étude par rapport aux ligaments croisés. Fait qu'il faut se baser sur notre expertise, mais on peut pas nécessairement se baser sur la science encore parce qu'elle est pas là. Le fameux 6 il y a besoin de changer. Mais ce 6 % qui existe de science par rapport à l'athlète féminine, elle n'est pas encore dans les mains des athlètes, des coachs, des professionnels de la santé. Et ça, selon nous, c'est inacceptable. Il faut apporter la science qui est au moins là maintenant sur le terrain. Puis au fur et à mesure qu'elle sort, puis on a des updates, qu'on l'apporte directement aux athlètes. T'sais, on peut pas attendre en moyenne 15 à 17 ans là, pour les athlètes. Non, ça fait pas de sens. Mais on avait eu un autre invité sur un podcast qui avait fait une étude sur l'utilisation de la pilule anticonceptionnelle et la diminution de de risque d'avoir des déchirures de ligaments croisés. Puis c'était une étude qui datait de plusieurs années, mais tu sais, ça reste... De plus en plus, on en parle, mais c'est quand même quelque chose qui a été publié, ça fait comme presque 10 ans, si je me souviens bien, puis comme personne ne le sait, puis on n'en parle pas. Fait puis c'est une diminution de 25 %. Tu sais, c'était quand même vraiment important, tu sais, mais c'est ça. Oui, puis là, je rajoute une affaire, OK, mais par rapport aux athlètes féminines qui sont dans leur prime de leur carrière, OK, je pense à hockey, soccer, basketball. Ces athlètes-là, mi-vingtaine, trentaine, peut-être mi-trentaine, sont dans l'âge qui pourraient avoir des enfants. En ce moment, il y a très peu de fédérations sportives au Canada qui sont équipées, qui ont les outils pour prendre en charge des athlètes qui tombent enceintes et veulent faire un retour au sport durant leur carrière. Ça doit changer. Il y a des outils. Tu sais, moi, à tous les jours, j'aide des athlètes durant leur grossesse et le postpartum à retourner au sport. J'entends tous les jours des athlètes professionnels et amateurs qui disent vouloir repousser leur grossesse parce que ils ont peur que ça ruine leur carrière. Parce que il n'y a pas nécessairement de soutien autour d'elles pour leur montrer si vous tombez enceinte, on va être là pour vous soutenir, on est outillés pour vous ramener au jeu en postpartum de façon sécuritaire. Fait que toute l'idée de la carrière sportive d'une athlète finit quand elle tombe enceinte, il faut totalement déconstruire cette idée-là. Parce que moi, je suis des athlètes enceintes en postpartum qui retournent à leur sport. À chaque semaine, je reçois des messages d'athlètes qui me disent « J'ai fait un PR en postpartum, un lifetime PR. » C'est possible de retourner au sport en postpartum. C'est possible d'y retourner encore plus forte qu'avant. Et c'est ce message-là qu'on doit véhiculer. Mais pour pouvoir le véhiculer, on doit avoir les systèmes en place et les outils pour soutenir ces athlètes-là. Pourquoi tu penses qu'au tennis, en ce moment... On dirait que ça, tu sais, comme une explosion de ça. Il y a plusieurs joueuses professionnelles qui vont avoir des enfants puis reviennent au sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de correct? Je suis tellement contente que tu as abordé ça parce qu'un de mes exemples d'organisations qui le font bien, c'est le WTA. Dans la dernière année, ils viennent juste d'annoncer leur programme de soutien aux athlètes enceintes postpartum. Je pense que, ils ont de l'argent. Ça aide. Ça aide. Mais aussi, je pense qu'ils ont des athlètes qui ont tellement une énorme plateforme médiatique que quand elles tombent enceintes, ils vont en parler. C'est tellement public qu'on n'a comme pas le choix de la soutenir, cette athlète-là, parce que s'il y a des choses qui se font pas bien, mais l'athlète, elle va le vocaliser. Puis c'est ça que je trouve incroyable. Maintenant, dans le monde de sport professionnel, de donner une voix aux athlètes pour leur donner une opportunité de build leur brand, puis pouvoir véhiculer des messages. Tu sais, oui, on parle du sport féminin, mais tu sais, on utilise le sport comme véhicule de promotion de la santé, honnêtement. Là. Puis, ces athlètes-là, ils ont une plateforme pour parler de leur expérience.
Ils ont aussi un groupe de chercheurs, de cliniciens experts dans le WTA, puis ils ont un Women's Health Project qui travaille particulièrement sur des projets de l'athlète féminine. Et ils ont bâti toute une équipe. Eux, quand ils font leurs medicals au début de la saison, là, ils ont plein de différentes stations. Puis une des stations, c'est la santé pelvienne. Ils ont une évaluation en santé pelvienne. Une des stations, c'est la santé des seins. Ils ont une évaluation au niveau des seins. Tu parles beaucoup de santé des seins. Je suis comme, désolée, j'ai les mains. Genre, c'est quoi la santé des seins? Oui. Mais tu sais, on parle de douleur au sein ou de soutien de seins au sport, de blessures au sein. Fait qu'il y a des athlètes qui vont rapporter des symptômes de douleur ou de blessures au sein, surtout dans les sports de contact, qui a des coups. Puis aussi de soutien. Fait que des fois, le soutien au niveau des seins de la brassière de sport n'est pas adéquate. Fait qu'il y a beaucoup, on parle de santé des seins dans ce contexte-là. Dans le contexte d'une femme enceinte et en postpartum, on parle de contexte des seins, mais aussi par rapport à la santé de l'allaitement et tout. Fait que je pense que le WTA, ils font quelque chose d'incroyable qui montre l'exemple pour toutes les autres organisations. Faut les ressources pour pouvoir mettre en place des systèmes de soutien comme le fait WTA, mais je pense qu'on peut quand même commencer quelque part pour soutenir les athlètes. Tu sais, dès que tu tombes enceinte ou quand tu vas en postpartum en tant qu'athlète de la WTA, ton ranking il est frozen. Là, on parle même pas de santé. On parle de comment est-ce qu'on peut soutenir l'athlète dans sa longévité sportive, même si on lui donne tout le soutien au niveau de la santé, mais que vu qu'il était sorti pendant peut-être un an ou plus, son ranking va diminuer, c'est sûr. Le fait qu'ils mettent un freeze sur leur ranking, c'est incroyable. Fait qu'ils vont même plus loin que la prise en charge au niveau de la santé. Tu sais, si on parle de santé, c'est sûr que durant la grossesse, chaque athlète devrait avoir une physiothérapeute en santé pelvienne qui la suit, là. En postpartum aussi pour le retour au sport, en conjonction avec la physio sportive. Un suivi, évidemment, en obstétrique, gynécologie. Mais le fait qu'il englobe aussi d'autres aspects de la prise en charge de l'athlète féminine, je trouve ça incroyable. Puis même au Canada, jusqu'à novembre 2024, les athlètes sur l'équipe canadienne qui étaient cardés, qui avaient un brevet, donc qui recevaient de l'argent du gouvernement pour faire leur sport, il y a différents types de brevets. Jusqu'à novembre 2024, tu avais un brevet si tu étais blessé. Fait que tu avais le droit à, je ne sais pas exactement combien de brevets de blessures, des brevets de maladie aussi, qui faisaient en sorte que si tu tombais malade ou si tu avais une blessure, que tu pouvais avoir du financement quand même. Mais tu es limité dans ce nombre de brevets-là. Jusqu'à novembre 2024, les grossesses tombaient dans ces mêmes brevets-là. Fait que si une athlète de l'équipe nationale décidait de tomber enceinte pendant sa carrière, oublie ça, là, avoir 2-3 enfants pendant ta carrière, parce que déjà tes brevets étaient partis. Fait qu'en novembre 2024, le gouvernement a annoncé qu'il rajoutait un brevet spécifique pour la grossesse et le postpartum. On est en 2024. C'est super, puis moi, j'applaudis cette étape-là. C'est la première de plusieurs recommandations qui ont été émises par un groupe de chercheurs, dont Maggie Davenport, qui est à Edmonton, au Canada, qui fait beaucoup d'études par rapport à la grossesse et le postpartum chez les athlètes féminines. Ça, c'est la première recommandation de base, là. C'est le minimum pour les athlètes. Mais après, on a tout le soutien aux athlètes, la santé. Comment est-ce que les coachs et l'équipe médicale sportive peut devenir plus outillée à suivre des athlètes enceintes? Ça, c'est les prochaines étapes. Mm-hmm. Oui, ça va prendre beaucoup d'éducation pour que tout ce qui entoure l'écosystème des athlètes comprenne que c'est pas parce qu'elle a eu un enfant puis qu'elle revient que nécessairement t'es fini. Puis Exactement. Puis au contraire, tu sais, comme tes menstruations, c'est ton super pouvoir. Moi, j'ai vu des athlètes enceintes retourner à leur sport meilleurs qu'avant. C'est incroyable. Puis c'est drôle comment que je peux faire, ben, tu sais, je parle vraiment à travers mon chapeau, là, mais de ce que Dr. No disait, tu sais, comme quand tu es chirurgienne, c'est quelque chose aussi, c'est la même affaire, parce que tu finis tes études, tu es 31, 32, puis là, tu veux tomber enceinte, puis tu sais, il y a vraiment une peur de comme, ben là, quand plus t'as peur, mieux t'es. Mais en tout cas, je vais pas parler pour. Je parle vraiment à travers mon chapeau, mais c'est super bon, continue. Même si tu prends un congé de maternité de 6-7 mois, parce que c'est sûr qu'en tant que chirurgienne, tu peux pas prendre 1 an ou 2, là, puis tu t'y attends quand tu rentres dans le métier. Mais
même quand tu reviens pour t'opérer, de ce que je comprends, de ce qu'on me dit, tu sais, t'es pas moins bon de ce que c'est tellement quelque chose que tu as fait souvent que quand tu reviens opérer, t'es comme tu l'étais avant ton congé de maternité. Fait que, tu sais, je transpose ça un petit peu à une athlète féminine qui fait son sport depuis qu'elle a 10-11 ans. Là, de 31 à 32 ans, mais tu sais, je sais pas combien de temps c'est un congé de maternité pour une athlète. Ben, tu sais, 1 an ou 2, quand t'as fait ça toute ta vie, après ça, tu reviens, puis c'est comme... Mais en fait, même l'athlète, je pense que c'est encore mieux parce que c'est comme si tu permettais à ton corps un repos complet. Puis tu peux vraiment te concentrer sur aller travailler tes bases, puis aller vraiment dans... Tu sais, toutes les choses que tu n'as pas le temps de travailler quand tu es athlète, mais là, tu peux le faire. Fait que c'est sûr, quand tu reviens, tu peux avoir un super pouvoir, là. Exactement. C'est exactement ce message-là que je transmets à mes patientes. Des fois, qui arrivent, ils sont comme... je suis enceinte. Qu'est-ce qui va arriver à ma carrière, mon sport? Moi, je leur dis, mais c'est incroyable. C'est une super belle opportunité de revenir aux bases. Puis, je pense que c'est entre autres à cause de ça que quelques mois après ou 1 an après, ils me reviennent puis ils me disent « Hey, j'ai fait un PR, je me sens plus forte qu'avant. » Je suis comme « Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ton deep core, là, puis qu'on est revenu aux bases. Là. Ouais, ça vaut la peine de revenir aux bases. Puis c'est une belle opportunité. » Fait qu'il y a plein de shifts de mindset autour de la santé de la femme qu'il faut faire et déconstruire. Mais comme pour faire du pouce sur le revenir en tant que chirurgienne, que le succès, j'imagine, de chirurgien repose sur ta productivité et tout ça, en science, c'est la même chose. Là. Tu sais, les scientifiques, ils ont de l'argent, ils ont plus d'argent s'ils publient plus en science. Là. Si tu prends des congés de maternité pendant ta trentaine, pendant que les hommes, ils continuent à être super productifs au niveau scientifique, là, il y a un écart là aussi. Puis moi, il y a 2 ans, j'étais allée à un panel à UDM qui s'appelait Femmes en sciences. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire notre premier panel Femmes dans le sport l'an passé. Parce que comme là, il faut faire un panel de femmes dans le sport. Là. Femmes en sciences, c'est incroyable, mais ils démontraient justement dans ce panel-là qu'il y a un énorme écart entre les femmes et les hommes dans le monde scientifique parce que le succès est encore évalué principalement sur la productivité scientifique. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis je t'écoutais parler de Bianca, puis je me disais, wow, je suis vraiment exactement comme une athlète. Parce que c'est bien connu qu'en chirurgie, il y a plein d'éléments que tu as dit. Tu sais, quand on devient chirurgien, il y a bien plus de problèmes de fertilité chez les chirurgiens. Après, ce que Karianne t'a dit aussi, c'est une des choses. Puis on retarde la grossesse parce que tu sais, t'as toutes les études de médecine. Après, tu as la résidence. Là, tu dis, c'est pas un bon moment. Après, tu as ton fellow. Après, tu commences à travailler. On dirait que le bon moment, il arrive jamais. Puis quand il arrive, mais t'es rendu comme une mère gériatrique, malheureusement. Oui, puis si on repousse la grossesse, mais on sait que ça vient avec d'autres complications. Là. Fait que c'est exactement la même chose, je pense. Puis tu sais, je pense que ça va avec le thème, c'est que tout ce qui entoure la femme, peu importe, tu sais, que ce soit dans le sport, dans son travail, dans n'importe quoi, dans la science, c'est en ce moment très mal compris. Puis malheureusement, pour l'instant, c'est pas positif. Non, mais j'ai espoir, là, quand même, avec des femmes comme mais la comme première vous. chose, c'est de le reconnaître. Exactement. Faut le reconnaître, puis faut pas sugarcoat. Tu sais, il y a un problème, on va travailler ensemble pour mobiliser le système. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps dans notre mission qu'on veut mobiliser l'écosystème en entier. On peut pas le faire seul en tant que physio-périnéale. On peut pas le faire seul en tant que femme dans le sport. Faut que tout le monde soit on board pour ce changement-là. Ça l'inclut les dirigeants, ça l'inclut les organisations, ça l'inclut les coachs, ça inclut les athlètes. Tu sais, les athlètes, là, quand eux, ils vont commencer à parler là, de leurs enjeux de santé menstruelle, santé pelvienne, ça va faire shaker les choses. Il faut donner une voix aux athlètes, il faut donner une voix même aux jeunes athlètes pour parler de ces enjeux-là de menstruation quand ils sont jeunes. Puis, admettons, là, t'es comme un parent, un athlète, n'importe qui écoute le podcast puis qui se dit, OK, tu sais, ça m'intéresse vraiment, je vais en connaître plus là-dessus. Ils peuvent suivre Femmes dans le sport, premièrement. Mais les professionnels de la santé qui seraient comme en première ligne à aller consulter, ce seraient les physios qui sont spécialisés en santé pelvienne et périnéale. Là, on parle de s'ils ont des symptômes en santé pelvienne. Oui, exactement. Oui, ça, c'est sûr. Première ligne de traitement pour des dysfonctions périnéales, c'est la physiothérapie en rééducation périnéale. Absolument.
Puis si le ou la physiothérapeute juge que c'est une condition médicale, ben ensuite, on réfère évidemment au médecin, gynécologue, etc. S'il y a des irrégularités au niveau du cycle menstruel chez des jeunes athlètes, je recommande de consulter une ou un médecin du sport qui s'y connaît en REDS. Puis là, REDS, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le REDS? Parce que tu dis souvent le mot, là, mais juste pour être certaine qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Fait que REDS, en anglais, Relative Energy Deficiency in Sport. En français, déficit énergétique relatif en sport. Vraiment simplement, c'est quand le corps est en état chronique, qu'il y a plus d'énergie qui sort du corps que ce qui rentre à ce moment-là. Puis là, ça dépend de la profondeur de ce déficit-là et la longueur, la durée dans le temps. Quand on est en état de REDS ou en faible disponibilité énergétique, quasiment tous les systèmes du corps commencent à shut down tranquillement. Et c'est pour ça qu'un des signes d'une faible disponibilité énergétique ou d'un REDS, parce que c'est sur un spectre, serait l'absence ou l'irrégularité des règles. Mais aussi, on le sait que les athlètes féminines qui ont des fuites urinaires ont 2 à 3 fois plus de risques d'avoir un REDS. Et donc, tout ça, c'est des signes qui aident à faire le puzzle de la santé de l'athlète féminine. Fait que si un athlète qui a des fuites urinaires, mais qu'à l'évaluation avec une physiothérapeute, plancher pelvien va quand même bien, peut-être qu'on peut penser à un déficit énergétique et vice-versa. Parce que quand on est en déficit énergétique, le corps il est en mode survie. Il se dit, là, c'est pas le temps de procréer, donc on va shut down le système reproductif. Mais à long terme, il y a des énormes conséquences sur la santé, aussi sur la performance des athlètes, qu'il faut être capable de flaguer vraiment tôt. Puis dans les ateliers avec des athlètes de 12 ans, on leur montre les tableaux de REDS, on leur dit, c'est pas trop jeune pour commencer à apprendre des trucs comme ça. Là, on le vulgarise, puis on le rend le fun et tout. Mais les athlètes devraient connaître un peu ces aspects-là aussi. Je reviens à ces petits ateliers-là avec les jeunes, là, parce qu'au début, tu nous dis ils sont comme un petit peu gênés, puis tout est tabou, puis là, à un moment donné, ils se dégourdissent. C'est quoi les questions les plus fréquentes quand ils commencent à être comme à l'aise? OK, je peux poser les vraies questions que j'ai. C'est quoi J'en ai une vraiment drôle, il y a quelques semaines, OK? Je parlais des selles. OK? Donc là, si vous avez de la difficulté à évacuer vos selles, puis là, une fille qui lève sa main, puis elle me dit, mais là, je comprends pas, là, les selles. Est-ce que vous parlez d'une selle de vélo? On a tellement ri ensemble. À partir de ce moment-là, je suis comme là, on va parler de caca. On va juste utiliser le mot caca au lieu de selle. Ça m'a vraiment fait rire. Une autre question. Là, je vais parler trop en détail par rapport à la santé pelvienne, mais quand on leur parle du plancher pelvien, ils sont comme, mais c'est quoi ça? C'est où? On ne sait pas c'est quoi parce que c'est pas un muscle qu'on voit. Non, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi en tant qu'athlète féminine de comprendre c'est quoi le plancher pelvien? Quand on commence à leur parler de, OK, le lien entre le plancher pelvien et le core, là, ils sont comme fascinés. OK, c'est quoi mon core? On parle de respiration. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de respiration quand on parle de core et de performance? Là? Tout d'un coup, c'est quoi le diaphragme? Il est où le diaphragme? Fait que je trouve que les questions qu'on a, quand on leur montre que c'est important puis qu'il y a des liens concrets dans leur vie d'athlète, dans leur performance, là, les questions, ils commencent à sortir par rapport à leur corps, par rapport à, OK, mais c'est où ce muscle-là? Puis vous, je sais que quand vous allez dans des événements sportifs avec le sideline, vous arrivez avec vos modèles d'anatomie, puis vous montrez aux athlètes, je pense que c'est tellement important d'éduquer l'anatomie de base chez les athlètes, mais de faire des liens, le fun, pour qu'ils réalisent que c'est important de le savoir. J'essaie de penser, ça, c'est la santé pelvienne. Par rapport à la santé menstruelle, des questions de quand je suis sur une hormone contraceptive et que je saigne, mais ça, c'est mes menstruations ou c'est pas mes menstruations? OK. Fait que ça, c'est une bonne question parce qu'on le sait que si on est sur une hormone contraceptive et on a du sang, que ce n'est pas des menstruations, c'est un segment de privation. Ça, c'est... Ils n'en reviennent pas de ça. Ça devrait durer combien de temps, un cycle menstruel? Est-ce que si moi, je skip un cycle menstruel de temps en temps, est-ce que j'aurais à m'inquiéter? Ou est-ce que c'est normal?
tellement de questions. C'est des questions de base que... De base? C'est normal, les filles... tu sais, ces questions-là, ça vient d'un atelier que j'ai fait avec des filles de 16 ans. Mais les filles de 16 ans, si ont ces questions-là, ils vont pas plus en apprendre sur leur cycle menstruel rendu entre 16 et 25 ans. Ça fait déjà 4 ans qu'ils ont peut-être ces questions-là, en fait. Là. Mais oui, tu sais, moi, j'étais athlète aux États-Unis. J'avais ma meilleure amie qu'à chaque fois qu'elle compétitionnait au sol, en compétition, sa dernière passe, ça faisait son rondade flick punch, du pipi partout, là. Sur nous, c'était comme une pluie de pipi. À chaque fois? À chaque fois. Puis tout le monde s'attendait, genre, je comprends pas. Ouais, on s'en attend, on rit. Ça, c'était entre 2012-2016. Je savais même pas que ça existait, la santé pelvienne. Oh my God. Je savais même pas que ça existait, la rééducation périnéale et pelvienne, dans ce temps-là. Wow. Puis à ce moment, vous êtes à la NCA, là, vous êtes quand même... Ouais, c'est NCAA, là, ouais. C'est un des plus grands stages de gymnastique au monde. Là. Vraiment. Oh my God. Je sens qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, parce qu'à chaque fois, on repart sur un autre sujet. On doit mettre fin, mais on va vous avoir encore pour le prochain épisode aussi sur santé pelvienne et santé menstruelle. Oui, avec fait qu'on va répondre à toutes les questions que les jeunes filles ont très fréquemment. Fait que merci beaucoup, Bianca, puis genre de te revoir aussi fin octobre là, au panel oui, Femmes dans ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.